Est-ce qu'on m'entend? Au micro? Oui, ça y est. Bonjour, messieurs, dames, bonjour. Je suis donc Raphaël Legendre, effectivement, rédacteur en chef à l'Opinion. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour ce beau salon Paris Mat. On a dépeint les principaux risques mondiaux en ce début de matinée. On va maintenant préciser avec cette nouvelle table ronde, on va se consacrer aux risques géopolitiques, les risques géopolitiques dans un monde de plus en plus fragmenté. Alors c'est un sujet absolument majeur pour vous, professionnels de la marine, professionnels du commerce international maritime, les guerres, les crises, les tensions sur les routes du commerce, autour des points de passage obligés. Tous ces sujets sont évidemment cardinaux, ont un impact direct sur la bonne marché, sur le bon fonctionnement du marché, du trafic et donc sur la croissance, votre activité. Plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui en crise, saturation, insécurité, tension, bref, le fonctionnement du système maritime mondial est perturbé, est en recomposition et pour y voir un peu plus clair dans cet environnement, j'ai le plaisir d'accueillir 4 experts de très haut niveau. Je vais appeler sur scène l'amiral Bernard Rogel, que voici, vous pouvez l'applaudir. L'amiral Bernard Rogel, qui est ancien chef d'état-major particulier du président de la République. Bonjour, je vous en prie, installez-vous. Et ancien chef d'état-major de la Marine nationale. Votre dernier ouvrage s'intitule « Les mémoires d'un marin à l'Élysée » et a été édité aux éditions Talendier. J'appelle ensuite Maxence Brichoux. Vous pouvez l'applaudir également. Maxence Brichoux est énarque, chercheur associé au centre TIDID à Paris 2 Panthéon-Assas et membre du comité de rédaction de la revue Commentaire. Son dernier ouvrage, Géopolitique des mers et des mers, absolument, publié au PUF, presse universitaire de France. J'accueille maintenant Anne-Sophie Alsif. Anne-Sophie, bonjour. Vous pouvez l'accueillir également. Chef économiste de BDO, spécialiste des questions économiques internationales, européennes, ainsi que des problématiques de compétitivité des entreprises et de commerce international. Bienvenue Anne-Sophie. Votre dernier ouvrage, La France est-elle exposée au risque du protectionnisme? On va en parler ensemble tout à l'heure, est publié aux Presses des Mines. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Daubin. Bonjour Mathieu, on l'applaudit également. Directeur souscription marine pour AXA IL Europe APAC. Mathieu, bonjour. Je vous en prie, vous êtes également président de la COMAT et du GAREX. Je vous laisse vous installer par là-bas. On va commencer avec vous, amiral Bernard Rogel, pour poser un peu la big picture de l'état du monde aujourd'hui. Quelles sont les principales forces du changement actuellement à l'œuvre sur les routes du commerce maritime? Et pour le dire un peu plus crûment, est-ce que la mondialisation heureuse, telle qu'on avait pu l'espérer au tournant du millénaire, est morte et enterrée? Alors, pas tout à fait, mais ce dont il faut se convaincre aujourd'hui, c'est que le paradigme stratégique qui avait dimensionné les relations internationales à la fin de la guerre froide, ce paradigme-là, il est terminé. Ouais. On est en train de changer de monde, et comme on change de monde, il faut revoir tous nos modèles. Et c'est l'une des difficultés aujourd'hui des pays occidentaux, c'est de finalement se rendre compte que ce monde est en train de subir de gros bouleversements. Alors il ne faut pas en avoir peur, mais en tout cas il faut s'adapter à ce nouveau monde. L'ancien monde, c'était celui que vous venez de qualifier de mondialisation heureuse, un monde finalement qui s'était organisé pour absorber les échanges de biens et de données dans ce qu'on appelle les espaces communs, que sont la mer, l'espace exo-atmosphérique et le cyberespace. Ce monde d'avant, c'était un monde où finalement les pays occidentaux avaient le monopole à peu près sur tout, économique, stratégique, diplomatique, militaire, technologique, etc. Donc ce monde, finalement, il était assez confortable pour nous. Donc nous dirigeons vers un monde qui l'est moins. Alors ça ne veut pas dire qu'il va être plus dangereux, il va être surtout, à mon avis, plus instable et plus complexe à définir, sans doute aussi
un peu plus dangereux quand même. Alors, la question que vous me posez aujourd'hui, je mets 8 heures à l'expliquer à mes étudiants à Brest. Donc, il faudra le faire en 8 minutes. Comme vous m'avez donné 8 minutes, je vais essayer d'être très synthétique. Je crois que pour les sujets qui nous concernent aujourd'hui, il y a 3 grandes ruptures qui étaient des ruptures il y a une dizaine d'années, qui sont aujourd'hui plutôt des tendances lourdes. La première rupture, c'est le retour des stratégies de puissance, c'est-à-dire finalement le retour des politiques de la force et du fait accompli au détriment du dialogue et du multilatéralisme. Dans le monde d'avant, l'ONU jouait un rôle important en termes de gestionnaire des crises, si je puis dire. Aujourd'hui, elle est considérablement affaiblie par ces stratégies de puissance. Alors, ces stratégies de puissance, elles se traduisent soit par des conflits ou des tensions interétatiques, c'est ce qu'on voit en Ukraine, mais il ne faut pas trop se focaliser sur l'Ukraine non plus. C'est un fait majeur de cette nouvelle époque. La guerre la plus proche. C'est la guerre la plus proche, mais ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de tension interétatique ailleurs. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des guerres ou des tensions, en tout cas dans l'est de la Méditerranée autour des gisements de gaz. Il y a des tensions dans les mers de Chine, il y a des tensions en mer Rouge. Enfin, on voit bien que ces conflits ou tensions interétatiques sont en train de se développer. Elles se traduisent aussi par le fait qu'on a le retour du fait nucléaire dans le langage stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui avait été un peu oublié à la fin de la guerre froide. On voit aujourd'hui l'utilisation assez dangereuse qui en est faite par le président Poutine, qui mêle dangereusement dissuasion et intimidation. Et puis on a également des tensions qui sont en train d'augmenter partout. On a le retour de ce qui a été appelé dans les tables rondes précédentes la guerre de haute intensité. Puis surtout, on voit un réarmement mondial extrêmement majeur, puisque au plus fort de la guerre froide, nous en étions à 1500 milliards de dollars annuels de dépenses militaires. Aujourd'hui, on en est à 2400. Et ce réarmement mondial, essentiellement naval d'ailleurs, il se propage sur toute la planète. Ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est qu'on a aujourd'hui un niveau d'investissement dans l'armement qui, si on prend en compte l'inflation, est à peu près égal à celui qu'on a connu durant la guerre froide. Non, il est infiniment plus important. Supérieur, parce qu'on est aussi... 2400 contre 1500. Donc on voit ça. Et avec un effort colossal qui est fait sur les marines de guerre. On le voit, pour ne donner qu'un exemple, la marine chinoise qui construit une fois la marine française tous les 3 ans. Et qui a pour ambition d'arriver au même niveau que l'US Navy américaine. Donc alors, en termes de conclusion partielle comme on dit à l'école de guerre, de ces stratégies de puissance, la première conclusion, c'est que c'est la fin du monopole occidental sur la puissance militaire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans un coin de sa tête. La deuxième conclusion, c'est que comme l'essentiel de la montée en puissance stratégique se fait dans l'espace Indo-Pacifique, les Américains désormais se tournent stratégiquement vers cet espace. C'est ce qu'on appelle le pivot asiatique. Donc ça, c'est 2 choses qui vont bouleverser le paysage stratégique encore. Ils l'ont déjà fait, mais ça bouge encore. La deuxième grande rupture, c'est ce que j'appellerais la conflictualisation des espaces communs. Des espaces communs qui ont été les artères de nos sociétés. Les espaces communs, on rappelle, c'est donc... Alors c'est la mer, l'espace exo-atmosphérique, et puis le cyberespace, c'est-à-dire tout ce qui a permis dans cette période de la mondialisation heureuse de développer les échanges de biens et de données. C'était des espaces qui étaient peu militarisés, qui sont en train de le devenir. C'était cité tout à l'heure, on voit bien pour ce qui concerne la mer qu'on a des tensions aujourd'hui. Alors la mer, je vous rappelle quand même, mais je pense que dans cette salle tout le monde le sait, que c'est 90% des échanges commerciaux dans le monde, c'est-à-dire de ce qu'on consomme, 90% de ce qu'on consomme au quotidien vient de la mer, et c'est 99% des échanges intercontinentaux numériques. Ça, il faut l'avoir dans un coin de sa tête également. Donc on voit bien que ces espaces, qui étaient les espaces démilitarisés de la conflictualisation, la mondialisation heureuse, sont en train de se conflictualiser aujourd'hui, avec un certain nombre de tensions qu'on voit dans les mers de Chine, qu'on voit en
l'océan Indien, qu'on voit en mer Rouge, qu'on voit dans l'est de la Méditerranée autour des gisements gaziers. On assiste donc à une espèce de territorialisation de la mer, c'est-à-dire que la mer, qui était plutôt un espace de flux, est en train de devenir aussi un espace de nouvelles frontières. Et puis la troisième rupture, pour rester dans les temps, c'est l'avènement des stratégies hybrides. Donc on a vu qu'il y avait un réarmement mondial d'une capacité à avoir des affrontements de haute intensité, mais on a aussi tout ce qui se passe sous le seuil de conflictualité. Évidemment, quand on dit ça, on pense immédiatement, en tout cas en écoutant les médias, à la manipulation de l'information, aux intrusions dans les processus démocratiques. Mais les stratégies hybrides, c'est pas que ça. Ça peut être aussi les attaques non revendiquées sur des pétroliers à Hormuz, comme ça a été le cas en 2019, ce qui a déclenché l'opération Agénor. Ça peut être ce qu'on appelle le seabed warfare, c'est-à-dire l'attaque des infrastructures sous-marines. Alors c'est vrai pour les câbles sous-marins par lesquels transitent les informations numériques, mais ça a été vrai aussi, on l'a redécouvert au moment de l'explosion mystérieuse des gazoducs Nord Stream. Ces stratégies hybrides, elles peuvent prendre en réalité plein d'autres formes. Ça peut être les cyberattaques sur des ports à conteneurs, ça peut être pour paralyser le trafic, ça peut être du minage de zones, comme on le voit aujourd'hui ressurgir en mer Noire, et on pourrait le revoir ressurgir demain autour du golfe arabo-persique, enfin, etc. Donc on a ces stratégies qui sont extrêmement souterraines et vicieuses, oui, qui ne sont pas revendiquées, mais en tout cas qui sont là. Et qui sont autant de risques pour tous les acteurs de l'économie maritime. Qui sont autant de risques, en tout cas, qui sont des risques aussi importants, oui, que les affrontements tête contre tête, si je puis dire. Donc voilà, en gros, et pour faire bref, les trois ruptures majeures pour ce qui nous concerne. J'aurais pu parler aussi de la fulgurance technologique. J'ai entendu parler d'IA. Ça va être aussi quelque chose qui va nous demander une adaptation. Je ne considère pas que c'est un risque, mais en tout cas, ça va nous demander une adaptation. Le dérèglement climatique, qui va avoir des conséquences en termes de ferment des crises futures, la montée des eaux, les événements climatiques extrêmes, etc. Et puis un dernier enjeu qui va être la prise en compte de l'âge de l'impatience, ce que j'appelle l'âge de l'impatience, c'est-à-dire le besoin pour nos sociétés d'avoir des résultats à court terme, oui, et qui est un peu antinomique des stratégies de long terme qui sont nécessaires, en particulier dans le domaine de la défense, qui sont nécessaires dans le domaine maritime, etc. Donc voilà, résumé. La conjugaison des temps. On va attendre d'en reparler tout au long de la discussion. Merci beaucoup, Amiral Rogène, c'était très clair. Maxence Brichoux, je me tourne vers vous. On a vu que que les guerres évoluaient, les stratégies évoluaient vers des stratégies dites hybrides. Les acteurs de ces tensions géopolitiques autour des zones maritimes évoluent aussi. Oui, merci. Je rappelle au passage, géopolitique des mers, au pub, votre dernier ouvrage. Voilà, merci à tous. Alors, vous êtes des businessmen, donc le livre se vend bien grâce à l'actualité, donc vous pouvez aussi contribuer à cette croissance du chiffre d'affaires des PUF. Donc effectivement, pour reprendre un peu dans la suite de ce qu'a dit l'amiral, c'est clair que les choses changent, mais il est tout à fait possible que le futur ait un fort air de passé, tout simplement, puisque ce qu'on voit qui revient, c'est quand même des stratégies assez anciennes, dites de guerre au commerce, qui sont des choses assez anciennes. Voilà, on peut penser aux corsaires, aux pirates, mais c'est vrai que comme une part conséquente de nos sociétés dépend des mers pour le transport, vous êtes bien placé pour le savoir, mais aussi pour les réseaux numériques et même aussi dans certaines zones pour la pêche, pour des logiques d'exploitation et d'approvisionnement alimentaire. Attaquer le commerce, attaquer les flux maritimes, c'est toujours affaiblir l'adversaire, et c'est d'ailleurs l'une des premières choses, pour être très concret, qu'a fait la Russie suite à son invasion de l'Ukraine, essayant de bloquer les exportations ukrainiennes et d'en tirer un avantage stratégique en affaiblissant l'économie de l'adversaire. Donc vous connaissez ça mieux que moi, comment ça a pu se rétablir progressivement. Mais ce qui est intéressant dans ce retour finalement de l'ancien et de la guerre au commerce, c'est que ces modalités d'exercice, les modalités opérationnelles de la guerre à la mer, sont quand même en train de changer assez significativement. Et l'amiral
général l'a évoqué, mais ce qui est quand même assez notable, c'est qu'il devient de plus en plus facile d'agir sur la mer depuis la terre. Donc c'est quand même quelque chose là aussi ancien. Voilà, Istanbul, les détroits turcs sont stratégiques puisque c'est facile de les bloquer depuis la terre, mais c'est quelque chose qui se répand. Donc en Ukraine, c'est assez symptomatique que finalement l'Ukraine ait gagné une sorte de bataille navale sans navire, mais en réussissant avec des missiles et des drones à repousser la flotte russe et à lui imposer des dommages quand même assez conséquents. C'est évidemment ce qu'on observe en mer Rouge, puisque c'est un acteur qui n'est pas un acteur étatique, qui n'est pas reconnu comme le gouvernement légitime du Yémen, mais qui occupe une partie conséquente du territoire et qui a d'une certaine manière gagné sa guerre contre l'Arabie Saoudite et les Émirats en résistant au bombardement, qui peut depuis lors bloquer le passage qui a baissé de moitié depuis novembre 2023. Et donc ce qu'on observe, c'est donc avec le drone, avec le missile et avec toute la réalité industrielle qu'il y a derrière, c'est-à-dire d'augmentation des stocks, de baisse du prix unitaire, une capacité de tout un tas de gens à pouvoir avoir un effet sur la mer. C'est la guerre low cost ? C'est la guerre low cost. Il y a une forme de guerre low cost qui change un peu qui change même assez fondamentalement les équilibres opérationnels et militaires, avec évidemment une augmentation du risque que ça arrive ici ou là. Ce qui est important de noter, ça fera quand même la transition sur tout ne change pas radicalement du jour au lendemain, c'est qu'évidemment cette action de la terre sur la mer, elle est d'autant plus critique qu'elle intervient dans ces points dits stratégiques, détroits stratégiques, où pour des raisons vraiment matérielles et géographiques, il y a un resserrement et les navires sont obligés de passer dans ces zones les fameux choke points. Donc là, ce qui est intéressant de noter avec ce qui se passe en mer Rouge, c'est finalement, et Anne-Sophie pourra en parler, on s'est demandé s'il y aurait un effet inflationniste, s'il y aurait un vrai blocage et après un effet macroéconomique sur les prix. Et ce qu'on a pu observer, c'est que non, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie capacité d'adaptation, une vraie flexibilité du fret, et que le prix du transport reste relativement réduit dans le prix global des biens. Et donc on peut se dire, finalement, passer par Bab el-Mandeb, même si faire le tour de l'Afrique, ça coûte plus cher en termes d'énergie et d'entretien du navire, on peut finalement, il y a plus de diversité dans les routes maritimes que ce que l'on pense, et donc il y a des possibilités de réaffectation. C'est globalement vrai pour Bab el-Mandeb, mais j'ai envie de dire, ce qui se passe en mer Rouge aussi, aujourd'hui, ne dit rien sur ce qui se passera demain, si, par exemple, il y a des problèmes encore plus intenses à Hormuz ou dans d'autres détroits qui sont finalement encore plus critiques que Bab el-Mandeb. Donc finalement, la modularité et la flexibilité du transport maritime, et vous êtes bien placé pour le savoir, est difficile à apprécier. On a peut-être été positivement surpris ces derniers mois, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une vraie crise de la mondialisation avec des blocages pour les flux pétroliers ou flux de marchandises qui pourraient être beaucoup plus sévères dans les mois qui viennent, étant donné la situation. Alors, ceci dit, pour avancer aussi, donc il est de coutume en France de reparler de retour des puissances, de rééquilibrage du système international, mais peut-être qu'on n'est pas encore allé jusqu'à conclure le raisonnement et à reconnaître qu'on est entré aujourd'hui dans une logique de bloc. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des blocs qui se font face, chacun structuré autour de grandes puissances qui sont en rivalité les unes contre les autres. Et donc là, je me réfère à une autorité qui est Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, qui, lors de la conférence navale de Paris organisée à l'IFRI en janvier, s'est explicitement positionné sur le fait qu'aujourd'hui, il y avait bien un bloc constitué par la Chine, la Russie et l'Iran, et que ce bloc d'une part est coordonné, d'autre part que ce bloc agit en particulier dans un conflit ouvert en Ukraine pour contester un certain nombre d'équilibres, voire pour imposer des stratégies très agressives. Et ce qui est intéressant de noter pour nous, donc pour la géopolitique des mers, c'est que ce bloc est essentiellement un bloc terrestre, continental, avec des puissances traditionnellement terrestres, qui pousse finalement sur l'ensemble des marges. Donc la Chine pousse vers Taïwan et la mer de Chine du
Sud, la Russie pousse vers l'Ukraine, l'Iran pousse vers son étranger proche et toute la zone moyenne-orientale. Et d'une certaine manière, ce bloc, on peut aussi dire, en tant que puissance continentale, essaie aussi, en tant que solidarité continentale, essaie aussi de contrôler les mers, puisqu'ils essaient finalement d'avoir une sorte de contrôle de ces mers stratégiques que sont les mers fermées. Donc mer Noire, mer Rouge, Golfe Persique ou mer de Chine du Sud. Et donc ces mers fermées, et j'en finirai là, elles ont deux caractéristiques. C'est là qu'à la fin tout passe, puisque le transport maritime n'a d'intérêt que si à la fin on rejoint un port pour acheminer les produits, marchandises ou matières premières. Et d'autre part, ces mers fermées, précisément pour des raisons géographiques, elles sont facilement verrouillables, on dira ça comme ça. Et donc c'est dans ces espaces verrouillables que pourraient se jouer des décisions militaires, avec cet effet que je mentionnais avant, que sur ces espaces, il est assez facile d'avoir un effet assez fort avec l'aviation, des drones, des missiles, donc toute autre chose en plus d'une flotte. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui, et vraiment je terminerai là, mais c'est quand même que sur toute la façade Pacifique, Asie-Pacifique, on est quand même dans une logique de montée des tensions, d'accumulation d'arsenaux, sur lesquels l'ensemble des moyens militaires seraient mobilisés et qui évidemment auraient un impact économique majeur. Pour passer quand même aux conséquences économiques de la montée de ces tensions géopolitiques, et l'amiral le disait, tous les 3 ans, la Chine crée l'équivalent de notre marine nationale. C'est quand même absolument impressionnant. Toutes ces pressions géopolitiques ont évidemment des conséquences économiques. Vous aviez peut-être un mot sur le prix de l'assurance qui coûtait évidemment plus cher là-dessus. Pour lancer le débat. Oui, une réflexion sur l'assurance. J'étais à un autre débat similaire il y a 2 semaines où à la fin la question un peu bête c'était, mais finalement si les marines occidentales se déploient en mer Rouge pour essayer de bloquer les tirs-outils et de rétablir la liberté de navigation, qu'est-ce qui manque pour que le tarif, enfin le commerce et le trafic se rétablissent au niveau, se rétablissent. Et donc effectivement, il est apparu dans le cours de la discussion que le prix de l'assurance avec le prix du pétrole et aussi les tarifs, je comprends, qui sont toujours ajustés par les Égyptiens pour passer le canal de Suez, est un peu le principal driver de la décision. Et donc la manière dont je comprends les assureurs courtiers estiment le risque de guerre et le risque de dommages sera un facteur majeur dans le retour à la normale. Mais donc c'est intéressant de voir qu'il y a une action des Houthis qui, d'une certaine manière, ont changé de statut géopolitique, sont capables de bloquer le commerce. Il y a 2 opérations occidentales, une action européenne et une action américaine, qui arrivent à intercepter les principales frappes, mais n'arrivent pas à donner suffisamment confiance pour établir le trafic. Et donc finalement, les assureurs sont un acteur majeur pour voir jusqu'où ils estimeront que ça aurait été suffisamment sécurisé et normalisé pour qu'il y ait un retour à la normale. On en parlera avec vous, Mathieu Daubin, évidemment, tout à l'heure, mais je voulais d'abord donner la parole à Anne-Sophie Nassif. Je rappelle que vous êtes la chef économiste du cabinet BDO. On a posé la big picture en termes de géopolitique, de ces montées, de ces tensions. Tout cela, évidemment, a des conséquences importantes sur l'économie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est déjà que cette montée des chocs géopolitiques et du protectionnisme, c'est quelque chose d'ancien. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des chocs qui sont beaucoup plus visibles parce qu'on est impacté au quotidien sur les temps de transport et on voit, quand on regarde les médias, l'actualité, tout d'un coup, on se dit « Ah, ça y est, les temps vont augmenter, il y a vraiment des risques visibles ». En fait, ce système de protectionnisme a commencé il y a plus de 15 ans. Et pas dans les pays dont on a cité les plus connus, dans notamment les pays d'Amérique du Sud, qui ont commencé à être très protectionnistes et avoir vraiment des accès aux pays qui sont de moins en moins facilités. Et également, on l'a dit, en Algérie, en Afrique du Nord, en Russie, en Chine. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose d'ancien et qui ne concerne pas que certains pays émergents ou les pays occidentaux, mais vraiment l'ensemble des pays, notamment les pays en voie de développement. Et l'autre élément que l'on voit justement dans mon ouvrage, et ce qu'on a essayé de voir, c'est ce protectionnisme et cette vulnérabilité économique par rapport à ces risques géopolitiques sur les mers, comment elle se traduit. Et en fait, elle se traduit beaucoup
concernant les secteurs. On n'a pas du tout les mêmes stratégies concernant les secteurs. Et qu'est-ce qu'on a regardé dans cette évolution depuis 10-15 ans? Quand on regarde la spécialisation sectorielle par bloc, on en a parlé, États-Unis, Europe ou Chine, eh bien, il se trouve que l'Europe, qui est spécialisée traditionnellement, on va dire, dans des industries, dans des secteurs plus traditionnels, comme par exemple la métallurgie, la pharmacie, eh bien, en fait, ce sont les secteurs qui ont été le plus fragmentés en chaîne de valeur et donc qui ont plus d'étapes de production à l'étranger pour revenir au consommateur final. Donc par exemple, concernant la métallurgie, concernant par exemple un produit pharmaceutique, eh bien il peut faire 30, 40 étapes de production à l'étranger, donc justement en utilisant le commerce dans le monde entier, avant de revenir en Europe et d'avoir accès au marché européen. Ce que l'on voit dans les autres blocs, en Chine et de l'autre côté aux États-Unis, avec la spécialisation assez récente qui existe, c'est que toute la stratégie justement de ces deux blocs, c'est vraiment d'avoir toujours des étapes de production importantes, mais qui soient plus localisées au niveau des régions. Et donc quand on regarde la situation industrielle de l'Europe par rapport à la Chine et aux États-Unis, eh bien on voit que dans ces deux autres blocs, il y a beaucoup moins d'étapes de production à l'étranger pour aller au consommateur final. Donc demain, quand vous avez un choc, un risque politique majeur, eh bien la Chine et les États-Unis maîtrisent plus leur chaîne de valeur que nous. Et c'est vrai qu'avec tous les conflits dont on a parlé, avant on se disait bon c'est vrai mais ça nous permet toujours d'avoir des marchés compétitifs et surtout des prix attractifs, puisque c'est toujours le prix en tout cas concernant les transports qui a été un élément important notamment en Europe. Là on voit qu'on a vraiment deux blocs qui ont des stratégies très différentes. En Chine c'est quoi? C'est bien sûr toujours avoir des accords commerciaux toujours plus importants pour avoir de moins en moins de barrières et aussi avoir accès justement à la mer. Donc on a le fameux RCEP qui a été conclu avec tous les États de la zone, qui est le plus grand traité commercial qui a jamais été signé, qui comprend autant la Corée du Sud, le Japon, que des pays moins développés. Et donc la Chine a quasiment plus de droits de douane avec tous ces pays et donc peut massivement exporter ses marchandises. Pareil, on en a beaucoup parlé avec la crise après la Russie, l'implantation chinoise en Afrique, très important, et surtout très diversifiée. Le but de la Chine, c'était certes on vient en Afrique, on prend des positions en termes de foncier et d'énergie, mais pas seulement dans un ou deux pays, comme ça pouvait être le cas des anciennes puissances. On est vraiment diversifié et c'est dans un maximum de pays où on a des intérêts stratégiques que l'on a des positions. Et là aussi, ça nous permet, avec ces intérêts stratégiques en Afrique, d'avoir là aussi accès à la mer. Donc on a des chaînes de valeur qui sont de plus en plus méprisées. On parle souvent de la voiture électrique parce que c'est vrai que dans l'actualité et en Europe, c'est une vraie question. Mais quelle est la force de la Chine sur cette question-là? C'est qu'ils ont vraiment réussi à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception, la production à l'acheminement depuis 20 ans. Donc ils ont vraiment eu une stratégie en disant on va être leader industriel dans ce secteur, pas juste on va investir en R&D, on va voir sur les coûts, etc., comme on a souvent ces discussions en Europe, mais de dire comment, si on va être demain les leaders dans tel ou tel secteur, eh bien on sécurise tout. Et tout, ça veut dire bien évidemment le trafic maritime et l'accès au commerce, mais également tout ce qui est stratégique et géopolitique. Pas ce qui est juste économique comme on l'avait habituellement dans les anciens échanges internationaux. Les États-Unis, c'est plus récent. Et c'est vrai que c'était souvent pour répondre à cette stratégie chinoise. C'était un pays très désindustrialisé qui a voulu se réindustrialiser. Et justement, on a beaucoup parlé des programmes d'attirer les investissements des entreprises, de relocalisation. Bien sûr, c'est pour se réindustrialiser, mais aussi l'IRA ou tous ces programmes-là, c'est aussi pour avoir la production sur le sol américain. Et bien évidemment, quand vous avez la production, et bien là encore une fois, vous êtes moins dépendant des mers, des routes, des airs. Vous pouvez vraiment avoir un accès direct à votre production. Donc c'est ça aussi le très grand changement en économie, c'est qu'avant la localisation de la production c'était juste un facteur qui rentrait dans la chaîne des facteurs de production qu'on essayait de maximiser en termes d'innovation, coût du travail. Aujourd'hui c'est vraiment un élément stratégique qui est intégré dans la stratégie de réindustrialisation des blocs. Et c'est vrai que les deux blocs qui sont plus en avance là-dessus, c'est vraiment les États-Unis et la Chine,
par rapport à l'Europe, qui, étant spécialisée, comme je l'ai dit précédemment, sur des secteurs plus classiques, eh bien, a des chaînes beaucoup plus éclatées et a beaucoup moins maîtrisé, on va dire, cet éclatement et cette fragmentation des chaînes de valeur. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en dépit de la réindustrialisation dont on entend beaucoup parler ces dernières années, en dépit d'un véritable changement dans l'approche d'une politique industrielle européenne, c'était un gros mot encore il y a 10 ans en Allemagne, on y arrive petit à petit, et la mise en place aussi de protection aux frontières de l'Europe, comme par exemple le mécanisme d'ajustement aux frontières. L'Europe reste en retard par rapport à la Chine, aux États-Unis. Alors, comme vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup d'avancées. Tout ce que vous avez cité, c'est vrai. Il y a une prise de conscience. Donc ça, il faut vraiment le saluer. Le problème dans ce genre de conflit, c'est que ce n'est pas nous par rapport à nous. C'est vrai qu'on l'a vu dans ces élections européennes. Tous les débats étaient très centrés sur la France, l'Europe, et comme si on était un petit peu une île au sein du monde. Le problème, c'est le relatif. C'est très bien d'avancer et de faire des concessions, en tout cas d'avoir pris en compte ces éléments-là quand on veut se réindustrialiser. Le problème, c'est qu'on voit qu'on n'a pas de vraie politique industrielle européenne, que les pays restent quand même très fragmentés là-dessus. 1 euro en Allemagne, on veut que ça revienne en Allemagne. 1 euro en France, on veut que ça revienne en France. Airbus reste une exception en Europe. Voilà, tous les autres pays font exactement l'inverse. Pourquoi les États-Unis investissent des milliards dans l'innovation ou la Chine? C'est pas parce que tout d'un coup, ils pensent que c'est extraordinaire, etc. C'est parce que, ça crée de la valeur ajoutée. Et donc, comme vous le savez, on a besoin de créer de la richesse avant de la redistribuer. On l'a un peu oublié ces temps-ci, mais normalement, c'est ça la base. Et puis l'autre élément, c'est une fois qu'on a créé cette richesse, eh bien, en quoi elle est dans des secteurs stratégiques. Et là, c'est vrai que les deux autres blocs, que ce soit la voiture électrique, que ce soit l'espace, que ce soit tout un certain nombre de secteurs, la défense, ont vraiment cette vision. Alors que nous, c'est vrai qu'on est plus dans le défensif, c'est-à-dire qu'on répond par rapport à ce que font les autres blocs pour essayer de projeter notre industrie, ce qui est très bien. Mais c'est vrai que sur plein d'autres secteurs, et notamment le secteur de la santé, où là encore on a des avantages comparatifs importants, eh bien on pourrait développer de nouvelles technologies avec cette vision là aussi stratégique. Pas seulement innovation, qu'est-ce qu'on peut faire en Europe, mais vraiment avoir une vision globale de la chaîne de valeur pour être indépendant s'il y a des conflits. Merci beaucoup Anne-Sophie Alsif. Mathieu Debin, je me tourne vers vous maintenant. Je rappelle que vous êtes le directeur souscription marine pour AXA IL Europe et APAC, par ailleurs président de la COMAT et du GAREX. Depuis votre point d'observation, quels sont concrètement les risques des évolutions qu'on a pu souligner ici, géopolitiques, économiques, pour les acteurs de l'économie que nous avons dans cette salle? Merci. Donc, en effet, Amiral, merci Maxence aussi d'avoir illustré tous les conflits qu'il y a en mer Rouge, en mer Noire, dans le détroit d'Ormuz. Je crois que ça met, et notamment les conséquences sur le trafic maritime, ça remet en lumière le poids et les enjeux des assurances risques de guerre qui sont traditionnellement souscrites par l'assurance maritime. Hier soir, je relevais en mer Rouge qu'il y avait 270 incidents depuis le début du conflit, depuis octobre. Sur les 270 incidents, il y en a eu 4 graves. Le Rubimar, on l'a tous en tête, le Galaxy, le True Confidence et la semaine dernière le Tutor. Ce sont des dommages matériels. Malheureusement, c'est aussi des dommages humains. Donc les risques, c'est d'abord ça. C'est d'abord du dommage, c'est des retards, c'est des conséquences sur la supply chain, c'est des congestions portuaires. C'est très concret, c'est des choses que l'on assure ou pas. Pour autant, ces différents conflits ont rappelé le rôle vital de l'assurance maritime dans le soutien du commerce mondial. Ça a été peut-être un petit peu oublié, et je remercie Louis et Cécile de l'avoir rappelé tout à l'heure. Voilà, nous estimons, les assureurs maritimes, qu'on a un rôle à jouer pour permettre la liberté de circulation en mer, et avec l'accompagnement maritime que font les marines nationales, l'assurance joue aussi un rôle. Et ça depuis toujours. Alors, je vais pas vous rappeler que les premières formes d'assurance, ce sont les assurances maritimes, depuis Babylone, Gênes, l'ordonnance de Colbert, qui ensuite a été copiée par un café célèbre à Londres. Mais voilà, on est là. Et on est encore ici parce qu'il y a encore 20 à 30 navires qui passent le détroit de Bab el-Mandeb par jour. Ce sont des navires qui sont généralement assurés.
Pourtant, quand on regarde l'assurance et les risques de guerre, on a l'impression que ce n'est pas forcément deux notions qui sont conciliables. Est-ce qu'il y a réellement un aléa dans le risque de guerre? Oui, il y a un aléa et les assureurs jouent ce rôle d'expert dans l'évaluation, dans la notation de ce risque. Et en fonction de cette notation, même si c'est un marché qui est très concurrentiel, on donne un taux, une prime. Ça reste quand même epsilon dans le coût. Je sais que souvent, on lit dans les journaux, pas le vôtre, que le prix de l'assurance, le prix du fret... C'est quelque chose qu'on entend fréquemment, effectivement. Une conséquence très importante. Mais finalement, dans le prix total pour le chargeur, pour le consommateur, ça reste vraiment epsilon. Même si parfois ça paraît très important. C'est epsilon. Donc ce travail d'évaluation, c'est fait par ces opérateurs d'assurance. En France, il est fait avec l'aide du Sésame, on le fait avec Grimm Partners, qui nous aident en fait à donner une évaluation en fonction des risques. Ça me permet de souligner, devant un public qui est acquis ici, mais le rôle en pointe du marché français dans les risques de guerre, que ce soit à la fois à travers son GIE, le GAREX, mais aussi par les agences de souscription privées, par également les compagnies d'assurance, également tous les courtiers. Nous estimons, nous, sur le marché français, nous sommes très experts en la matière. On est experts en la matière, même si certains, on a oublié ce risque. C'est important de retrouver un équilibre. C'est une assurance qui n'est pas obligatoire, qui est optionnelle. On peut ou pas la souscrire, mais quand on la souscrit, il faut bien la souscrire. Il faut évaluer, donner un taux, se servir de l'information, souvent d'analystes en géopolitique, beaucoup d'analyses de la marine nationale, et ça nous permet comme ça, encore une fois, et j'insiste là-dessus, d'assurer une certaine liberté de navigation et d'assurer que les flux de marchandises arrivent bien et de conserver une certaine souveraineté dans nos approvisionnements. Voilà, je voulais rappeler ce rôle-là pour les assureurs. Bien, merci beaucoup. Moi, je voudrais qu'on revienne maintenant sur l'effet inflationniste quand même, qui va intéresser tous les acteurs qu'on a ici dans la salle. On entend diverses choses. Vous disiez que finalement l'inflation n'est pas si importante que ça. On a des 40 pieds qui sont quand même passés en moyenne de 3 à 6 000 euros dernièrement. On voit les courbes qui remontent. À quoi faut-il s'attendre à court et moyen terme? Je ne sais pas si Maxence Richou, vous souhaitez y répondre, Anne-Sophie peut-être après. Très simplement, je ne suis vraiment pas un expert. L'inflation est une chose, la désorganisation du transport maritime en est une autre. Donc, voilà. Disons que l'un découle de l'autre. Voilà, est-ce que cette désorganisation internationale et la montée de ces tensions, en tout cas, ne vont pas forcément... Effectivement, ce que je comprends, c'est qu'on observe d'une part une reprise d'augmentation de la prix de la hausse, des phénomènes de congestion dans les ports, des phénomènes aussi d'anticipation des achats. Donc voilà, jusqu'à quel point, ce qui est intéressant, c'est jusqu'à quel point quand même le consommateur final, lui, se rend compte de toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui sur le secteur. Le consommateur est aussi un citoyen, et donc c'est vrai qu'il lui arrive de voter. Et c'est vrai que est-ce qu'il se rend compte des difficultés aujourd'hui, quand même les vides marins en jeu, des reconfigurations permanentes et des problèmes d'engorgement. Donc voilà, le consommateur n'a pas encore été peut-être suffisamment touché. C'est parce qu'une chose dont on pourrait parler, c'est au-delà de la capacité d'adaptation des acteurs privés, c'est les moyens que met la Marine nationale aujourd'hui en coalition européenne pour essayer de rétablir le trafic. Mais en tout cas, l'un des aspects de cette dangerosité du monde maritime, c'est effectivement, et aussi au regard des tendances qu'a dit l'amiral Rogel, mais c'est le besoin pour les Occidentaux et en particulier les Européens d'investir dans l'outil militaire naval pour être présents et garantir leur flux d'approvisionnement. Ça, c'est quand même essentiel. On se dirige inéluctablement vers un monde inflationniste, vers un monde qui coûtera plus cher. La hausse des coûts, le rallongement des voies navigables, la hausse du coût de l'assurance vont forcément se répercuter à un moment ou à un autre sur les objets de consommation finale. Alors oui, c'est plutôt la tendance qu'on voit quand on a eu la crise ukrainienne. C'est vrai que là, encore une fois, c'est mon prisme sectoriel, on voit qu'il y a des très grandes différences selon les secteurs et selon les stratégies. Et pour revenir toujours sur mon fameux indicateur de nombre d'étapes de production à l'étranger, pour revenir au consommateur final, à mon sens, certes, il y aura une augmentation des prix, mais ce qui est beaucoup plus compliqué, comme je l'expliquais, c'est qu'on va avoir une inégalité dans les producteurs en fonction de celui qui maîtrise la chaîne de valeur et celui qui ne la maîtrise pas.
ce qu'on disait justement sur la stratégie de réindustrialisation globalement. Ce que l'on voit depuis la crise ukrainienne, les chocs énergétiques, par exemple dans le textile, qui est un secteur qui a été très touché par l'inflation, ça s'est plutôt soldé par des relocalisations. On sait par exemple beaucoup de marques qui pouvaient justement produire en Chine ou en Europe, qui ont par exemple relocalisé en Turquie ou même au plus proche du consommateur parce que les risques étaient beaucoup trop importants et que les marges sur ce type de produit étaient assez faibles. Donc là aussi, les taux de marge en fonction des secteurs va varier selon l'impact. Et donc nous en Europe qui sommes plutôt spécialisés sur encore une fois de l'industrie traditionnelle, une industrie lourde, on a parlé de la pharmacie, de la métallurgie, où il y a beaucoup d'étapes de production, et bien à mon sens c'est ça le risque, c'est que nous on pourrait peut-être être plus pénalisés que d'autres pays. On a dit les États-Unis qui ont une énergie pas chère et qui avec ça relocalisent à tour de bras leur industrie, et de l'autre côté la Chine qui a accès avec ses accords commerciaux à toute une zone à très forte croissance. Il y a aussi des milliers de consommateurs. C'est pas pour ça que l'Europe les intéresse plus, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de produits à acheminer et que ça reste un marché important, mais en tout cas à moyen et long terme ce serait possible. Et le risque c'est que nous, dans nos industries, on soit un petit peu, entre guillemets, dindon de la farce, si vous me permettez, et que finalement, nous, on prenne toute l'augmentation des coûts, justement, qui vont être de plus en plus importants, et que l'on n'ait pas la capacité, en termes de marge, de limiter l'impact sur les prix aux consommateurs. Alors que d'autres, États-Unis et surtout les produits chinois, n'auront pas cette problématique et donc pourraient continuer d'avoir le même type de produit beaucoup moins cher. Donc à mon sens, c'est encore ça, c'est plutôt un problème de fragmentation. Est-ce que le consommateur se dira « Ah oui, c'est européen, donc peut-être qu'il y a telle ou telle chose en plus, donc je vais continuer de payer plus cher et donc d'avoir ce produit-là » ou est-ce que je vais acheter plus le produit chinois qui, lui, aura un impact prix important? Dans les faits, on voit que malgré tout ce qu'on a dit pendant le Covid, on va changer, etc., on a vu que pas du tout les habitudes de consommation ont reparti, on a le test du Covid encore plus après, donc il n'y a vraiment pas eu de changement de comportement. Et c'est vrai que ces produits chinois qui en plus montent en gamme en termes de qualité, souvent on disait voilà c'est moins cher mais la qualité n'y est pas, on voit que dans énormément de secteurs il y a une montée en gamme, donc ils sont de plus en plus aussi compétitifs sur la qualité. Et parfois bien meilleurs, on le voit sur l'automobile, sur les panneaux solaires, les semi-conducteurs. Et bien c'est vrai que le risque pour le consommateur européen, ce serait de, en effet, choisir ces produits-là qui permettent d'avoir toujours des prix attractifs avec un niveau de qualité supérieur, alors que d'autres produits plus européens seraient moins compétitifs. Donc, ça veut dire qu'il faut monter des barrières protectionnistes tout autour de l'Europe pour se protéger? Alors c'est ça, on en revient toujours à cela. Le problème c'est comme, encore une fois, on n'a pas de politique industrielle européenne et que les États européens considèrent qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, eh bien ils ne sont pas d'accord pour mettre en place cette stratégie, mais à mon sens pas forcément du protectionnisme à tout va, mais en tout cas sur certains secteurs où on perd vraiment un avantage comparatif important avec ces nouveaux acteurs géopolitiques. En effet, à mon sens, il faudrait intervenir. Ce qui fait toujours beaucoup sourire, c'est qu'on dit « Ah non, on ne peut pas trop faire de protectionnisme parce que la Chine va mal le prendre et donc on va avoir des phénomènes de rétorsion. » Constructeurs automobiles allemands, constructeurs automobiles et dans plein de secteurs. Ce qui est assez étonnant, c'est que la Chine subventionne massivement son économie, son industrie, ne respecte absolument pas du tout les règles et on est un de ses principaux clients et n'a pas du tout peur des mesures de rétorsion qu'on pourrait lui infliger. Donc là aussi, je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion plus globale là-dessus. Mathieu Daubin, est-ce que l'assurance structurellement va coûter de plus en plus cher puisque le monde est de plus en plus risqué, ou alors vous allez avoir une granularité, si je puis dire, en termes de services qui va vous permettre de limiter cette hausse des prix? En définitive, c'est les assureurs qui sont au premier plan et qui payent les sinistres. Nous, notre rôle, c'est de mutualiser les risques. Et donc, oui, les primes vont augmenter parce qu'il y a plus de risques. Chez AXA XL, on estime que le futur, c'est pas un risque. Pour chaque nouveau risque, on a une solution. Maintenant, cette solution, c'est des conditions d'assurance, c'est également des primes. Ça peut être parfois des partenariats publics-privés pour des risques climatiques. Mais oui, moi je pense que avec les différents risques qui ont été décrits tout à l'heure, soit géopolitiques, cyber, climatiques, là dans le risque géopolitique en l'espèce, on imagine une augmentation des primes, mais qui est uniquement finalement une juste répartition, une juste mutualisation entre tous les opérateurs du risque. C'est ça notre rôle. On a vu qu'industriellement, l'Europe était en retard face à l'Asie, face aux États-Unis qui ont investi massivement avec l'IRA. En termes maritimes, la flotte industrielle, commerciale, française se situe comment ?
Qui veut répondre, Amiral L'Europe, en tout cas, est le premier armateur au monde, si j'en crois les lectures que j'ai. Moi, je voudrais apporter un brin d'optimisme quand même. Alors, c'est toujours un peu paradoxal. Il nous manque un peu, ça nous fera plaisir. Que ce soit le militaire qui apporte un brin d'optimisme. Mais en tout cas, moi, je crois pas. Je crois pas. J'ai du mal avec la notion de sud global et de bloc. Je crois qu'aujourd'hui, le monde est en train de se réarticuler autour d'États-continents. Il y a un pays qu'on n'a pas cité depuis le début de cette table ronde, c'est l'Inde. Oui. Je crois qu'il faut avoir... opère un grand rapprochement avec les États-Unis et le bloc occidental. Là aussi. Et aujourd'hui, même si on a une alliance d'opportunités entre la Russie et la Chine, je ne vois pas ça comme un bloc, je vois ça comme une alliance d'opportunités, une alliance qui veut expliquer à l'Occident qu'on a perdu le monopole de la puissance technologique, militaire, diplomatique, économique, ce que j'ai tout à l'heure. Le brin d'optimisme, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont intérêt à ce que le commerce maritime s'arrête. Oui. Alors même s'il est probable que pour certains secteurs, ça va se régionaliser, mais alors ça sera peut-être vrai pour les porte-conteneurs, on verra, pour les raisons que Madame vient d'expliquer. Pour les vraquiers et les pétroliers, on n'ira pas faire pousser du blé dans le Sahara et on ne trouvera pas de pétrole à l'île de Ré. Donc ces secteurs-là, ils vont continuer à faire de la mondialisation, si je peux dire. Le seul pays finalement qui a un intérêt sans doute perturbateur, c'est la Russie, qui est moins dépendant que les autres au flux maritime. Il y a une mer fermée dont on n'a pas parlé également, c'est la Baltique. La Baltique qui va devenir un enjeu majeur. Ne serait-ce parce que les pays neutres qui s'y trouvaient sont désormais dans l'OTAN, donc ça va augmenter les tensions. Mais enfin, donc on va aller vers une augmentation des tensions, mais je ne vois pas le secteur maritime menacé au point que tout s'arrête. Il y aura des tensions locales, il y aura des chantages. Ça peut être le cas à Hormuz. Il y aura des stratégies hybrides qui peuvent aller jusqu'à des minages près de nos côtes. Hein. Il faut aussi garder ça en tête. Donc, mais en tout cas, je ne vois pas le trafic maritime. Il va se transformer, mais il ne va pas s'arrêter. Donc, c'est je veux dire. Et l'Europe, là-dedans, la vraie question qui se pose, c'est finalement, est-ce qu'on est capable de se mettre en ordre de bataille en Europe ? C'est la question qui aurait dû être posée aux Européennes, qui malheureusement n'a pas trouvé de réponse. Mais ça veut dire quoi, se mettre en ordre de bataille? Ça veut dire se mettre en état d'être compétiteur par rapport aux États-continents que sont l'Inde, la Russie, la Chine, les États-Unis. C'est exactement ça. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à se mettre en ordre de bataille européen, on sera des petites nations par rapport à ces grands blocs. On sera au menu de la table de la Chine et des États-Unis. C'est toute la question. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça ne veut pas dire que... Mais là, pour le compte, on va avoir un problème de masse. Oui. C'est-à-dire, est-ce que notre pays, à l'échelle mondiale, face à ces compétiteurs énormes qui sont en train de se présenter, pèsera? Donc c'est ça la vraie question européenne. C'est notre avenir, en réalité. Une question toute bête. Le trafic maritime augmente structurellement en dépit de ces tensions, ou depuis le Covid, est-ce qu'on est flat, est-ce que ça baisse tendanciellement? Non, quelle est la tendance générale? Il y a vraiment eu un rebond post-Covid. Je disais, toutes les tentatives de décroissance, d'avoir justement une consommation plus locale, en tout cas mondialement, ça n'a pas du tout été perçu. Et c'est vrai que quand vous faites les prévisions, en raison notamment de l'augmentation de la population, jusqu'au pic qu'on peut atteindre, vous aurez une augmentation du commerce aussi parce que vous avez des pays qui se développent de plus en plus. Oui. Donc c'est quand même assez positif. Voilà, si on peut avoir une note positive pour finir. Donc voilà, le commerce souvent est quand même en lien avec le développement économique et la réduction de la pauvreté. Donc c'est plutôt positif. À mon sens, le grand problème, ça va vraiment être le problème du prix suite aux risques géopolitiques et à la transition écologique, qui fait qu'en effet, il y aura toujours du commerce, sera toujours important, etc. Mais à quel prix? Et donc, voilà, quelles conséquences pour le consommateur? C'est ça, à mon sens, la question. Si je puis me permettre, pour compléter ce qu'a dit Maxence tout à l'heure, je crois qu'il faut aussi avoir conscience que cette situation internationale, elle est, comment dire,
le rapport de force entre les Occidentaux et le reste du monde est en train de changer, et en particulier sur le plan naval. Donc c'est toute la réflexion qui est menée aujourd'hui sur la taille et la qualité de nos marines. Et la marine française. La marine française est une belle marine. En tout cas, elle est parmi les plus opérationnelles au monde, avec des bateaux qui naviguent, des équipages qui sont fiers d'être marins. Il y a une question sur le format qui se posera éternellement, mais depuis que la marine existe. Donc est-ce qu'elle sera assez forte pour faire face à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette explosion des marines de guerre dans le monde, avec certaines caractéristiques comme celle des sous-marins. Aujourd'hui, on a une prolifération des sous-marins qui est importante, avec près de 500 sous-marins modernes répartis dans 40 pays, ce qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Là encore, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va arriver à se mettre en ordre de bataille en européen? On l'est. Là aussi, je veux être optimiste. Quand on s'est confronté à la piraterie en océan Indien, on a réussi à monter une belle opération qui s'appelait Atalanta, qui est une opération de l'Union européenne. Quand on a eu en 2019 des attaques non revendiquées de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, qui est un détroit également très sensible, on a réussi à mettre en place l'opération Agénor. Aspides, c'est encore donc la protection européenne en mer Rouge, et montre notre capacité à nous réunir dès lors que nos intérêts stratégiques sont partagés. Et à la mer, c'est souvent le cas. Comme je l'ai expliqué, le fait que personne n'a intérêt à voir le commerce mondial affaibli. Donc on est capable de se mettre en ordre de bataille. Maintenant, il faudra qu'on fasse face à l'augmentation des marines de guerre partout. Donc je vous laisse en retirer les conclusions sur la marine nationale. Très bien. Bah, écoutez, je suis ravi qu'on termine sur une note d'optimiste. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Maxence Drichou, Amiral Bernard Rogel, Anne-Sophie Alcy, Mathieu Daubin. Merci à tous les quatre.